Bien, bonjour à tous. Je tiens, avant de commencer, à remercier les organisateurs de ce forum et à les féliciter pour surtout leur persévérance à travers toutes ces années. Bravo. Alors, on va atterrir, après cette envolée qui était magnifique, certes, sur des molécules qui ne sont pour le moment pas disponibles dans notre pays. Et on va s'intéresser à des molécules beaucoup plus classiques et qui sont représentées par les insulines. Classiques certes, mais en perpétuel renouvellement. Alors, lorsque nous sommes chez un diabétique sous traitement par un schéma basal prandial, est-ce qu'il y a possibilité de switcher vers un schéma prémix? Et si on le fait, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre à travers cette intervention. Alors, attendez, ça... Je fais ici. Tout d'abord, on plante le décor. Nous avons de nouveaux chiffres du diabète qui, bien sûr, nous sont parvenus grâce à une enquête qui a été menée en collaboration entre le ministère de la Santé et l'OMS, et dont les résultats ont été publiés il y a une année de ça. Et ces résultats concernaient tous les facteurs de risque en Algérie et principalement le diabète. Et pour le diabète, la prévalence est vraiment là pour nous inquiéter, puisque nous avons constaté que chez les sujets âgés de 18 à 69 ans, elle était de 14,4%. 14,4%, alors qu'en 2003, elle était de 8,9%, soit une progression de plus de 80% en 15 ans. Ça, c'est vraiment un chiffre qui a de quoi nous inquiéter et nous interpeller surtout. Pourtant, nous vivons dans un monde de guidelines pour le diabète. Et l'orateur précédent en a donné un aperçu. Nous avons l'IDF qui a donné des recommandations. Il y a eu l'ADA qui chaque année donne des recommandations. Et la dernière date de 2018, il y a les recos anglaises, il y a les recos françaises avec la Société française, francophone du diabète en 2017, il y a les recos australiennes, il y a les recos indiennes, canadiennes, etc. Mais il n'y a pas de recos nationales. Et ces recommandations, si nous prenons que celle de l'ADA-ESD, les autres aussi sont également dans la même optique, parlent d'objectifs glycémiques centrés sur le patient. En d'autres termes, pour la plupart des diabétiques, l'hémoglobine glyquée doit être maintenue en deçà de 7%. Pour certains patients qui sont diabétiques récents, qui n'ont pas de complications cardiovasculaires et qui ont une espérance de vie qui peut être estimée normale, on peut être encore plus strict et aller jusqu'à 6%. Pour les autres, lorsqu'il y a des comorbidités, des complications cardiovasculaires, ou lorsqu'il y a un risque ou une tendance aux hypoglycémies, on peut être un peu plus lâche en allant jusqu'à 8%. Et là, pourquoi être dans ces objectifs? Alors que dans la réalité, on se rend compte qu'on est en deçà de ces objectifs. En effet, dans l'étude SOLVE, on voit que l'hémoglobine glyquée des patients, et c'est l'hémoglobine glyquée moyenne des patients au moment de l'initiation à l'insuline était de 8,9%. Et vous constatez là qu'il y a une inertie. Et cette inertie clinique, elle existe. Elle est présente, elle est chiffrée.
et ceci malgré les avantages d'un bon équilibre glycémique précoce et les recommandations qui encouragent l'initiation précoce de l'insuline. Mais une fois l'insuline initiée, on ne doit pas baisser les bras, il ne faut pas rester aussi dans l'inertie. Selon les données de la littérature, autour de 60% des patients DT2 insulinotraités par une insuline basale restent insuffisamment contrôlés. Pratiquement 27% présentent un taux d'hémoglobine glyquée au-dessus de 8%. Donc, que l'insuline soit initiée et qu'elle le soit de façon tardive, c'est un fait. Une fois initiée, l'intensification aussi ne suit pas. Et si nous prenons les résultats de l'IDMPS Algérie concernant l'hémoglobine glyquée, on voit que chez nos patients diabétiques, l'hémoglobine glyquée est aux alentours de... c'est-à-dire il y a 40% des diabétiques qui ont un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7%. Et ce, quelle que soit la pratique, que ce soit chez des patients pris en charge en milieu spécialisé ou en milieu de médecins généralistes. Et pour aboutir et aller vers ces objectifs, bien sûr, il faut choisir l'insuline, choisir le schéma. Quel schéma donner? En fait, toutes les recommandations internationales disent que ce soit en initiation ou en intensification, le schéma peut faire appel soit au basal bolus, soit au prémix. L'ADA, le ASD et les endocrinologues américains, eux, continuent à préconiser en initiation la basale et en intensification le choix entre basal, bolus et prémix. En fait, cette modification dans le comportement des Américains concernant leurs recommandations en intensification est le fruit des résultats obtenus à l'issue de la méta-analyse de Giuliano. Et en effet, c'est grâce à ces résultats que les recommandations américaines ont été mises à jour concernant l'intensification. Et cette méta-analyse, elle est importante parce qu'elle a chamboulé des pratiques. En effet, c'est une méta-analyse qui a intéressé 13 essais randomisés concernant plus de 5000 patients. Et son objectif était de comparer le contrôle glycémique avec les schémas basal-bolus versus prémix chez les diabétiques de type 2. Et les résultats étaient importants puisqu'ils ont carrément bouleversé les recommandations. En effet, c'est des résultats qui ont montré l'efficacité comparable des deux schémas et également la sécurité comparable des deux schémas. Si on va sur le pôle efficacité, on va s'intéresser à la variation de l'hémoglobine glyquée. Et là, on se rend compte, à travers cette méta-analyse, que les variations d'hémoglobine glyquée entre les groupes basal-bolus versus prémix ont produit une petite différence, mais qui n'était pas significative. Donc les deux schémas se valent en termes d'efficacité. En termes de sécurité, il n'y a pas plus d'hypoglycémie dans le versant prémix que dans le versant basal-bolus. Donc sur ce plan-là, les deux schémas se valent. Il en est de même du changement de poids, puisqu'on se rend compte que les patients sous prémix ne prennent pas plus de poids que les patients sous basal-bolus, et qu'en termes de dose d'insuline, il n'y a pas plus de dose d'insuline chez les patients sous prémix versus les patients sous basal-bolus. On se penche un peu plus sur les recommandations américaines qui ont été modifiées à l'issue de ces résultats et modifiées sur la phase intensification. Alors, que disent ces recommandations? Que si l'hémoglobine glyquée est au-dessus de l'objectif, sous insuline basale, on a deux options. La première option, c'est de passer à un basal plus. La deuxième option,
c'est de switcher et de passer à un schéma prémix avec 1, 2 ou 3 injections. Ça, c'est une révolution chez les Américains. Le deuxième point, on franchit la deuxième étape. Si l'hémoglobine glyquée reste au-dessus des objectifs chez un patient qui est sous basal plus, on peut continuer en donnant un basal bolus, comme on peut changer d'option et passer à 2 ou 3 injections. La dernière étape, le patient est sous basal bolus et son hémoglobine n'est pas à l'objectif. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On doit réévaluer ce patient qui est sous basal bolus. Il n'est pas à l'objectif. Est-ce que c'est un problème d'éducation? À ce moment-là, il faut aller vers l'intensification de cette éducation, ou alors on est dans l'impasse et à ce moment-là, on peut switcher vers le schéma prémix. Et ça, c'était en 2018. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'ADA 2019. Et l'ADA 2019 a conforté la position de 2018. À partir de ces recommandations, la question qu'on va se poser est la suivante. Et dans la vraie vie, comment choisir? Un schéma basal bolus? Un schéma prémix? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut bien connaître le patient. On ne choisit pas pour le patient, on choisit avec le patient. Et ça, c'est primordial. En effet, pour choisir avec le patient, il faut le mettre au centre de la décision. Au centre de la décision pour définir les objectifs, puisqu'en définissant les objectifs, on profile le patient et on voit s'il va être dans la rubrique inférieure à 7%, dans la rubrique qui va aller vers les 6%, c'est-à-dire on va être strict, ou dans la rubrique qui va aller jusqu'à 8%. Et ça, avec une arrière-pensée, prévenir, retarder, prendre en charge les complications. Et pour aboutir à ces objectifs, quel est le schéma thérapeutique le plus approprié? Là aussi, il faut profiler le patient. Et ça va être basé sur, bien entendu, ses caractéristiques cliniques, mais également sur ses préférences. Et tout ça doit être, bien sûr, inclus dans une notion qui est très importante et qui a été tout à l'heure évoquée, c'est la notion du contexte social et du contexte financier. Le coût joue un rôle très important dans la prise en charge. Et on se rend compte que finalement, la prise en charge centrée sur le patient est une équation binaire avec la personnalisation du traitement. À ce moment-là, en pratique, si on a un patient qui est sous basal bolus et qui n'est pas à l'objectif, qu'allons-nous faire? Eh bien là, on va se dire, il est là, il est sous basal bolus. On va sélectionner ce patient qui n'est pas à l'objectif. On va se dire, est-ce que ce patient ne souhaite pas le basal? C'est possible. On va lui poser la question pour savoir, est-ce qu'il est peut-être incapable à suivre ce basal bolus? Mais pour faire tout ça, il faut être à l'écoute. Il faut tendre son oreille au patient. Et en effet, si parler est un besoin, comme disait Goethe, et parler est un besoin pour le malade, c'est un droit du malade de parler. Notre devoir est de l'écouter, parce que l'écouter est un art. À ce moment-là, y a-t-il une valeur ajoutée à transférer les patients non équilibrés par un schéma basal bolus vers un schéma prémix? On voit que concernant la BIASP 30, il y a eu de larges études observationnelles multinationales
qui ont été menées. Et parmi ces études, il y en a une, la A1-CHIV, qui a intéressé plus de 46 000 patients sur 28 régions. Et cette étude a été sélectionnée là pour vous la présenter parce que tout simplement l'Algérie y a participé. Alors, dans cette étude, on a pris la sous-analyse de cette étude et son objectif de cette sous-analyse est d'évaluer la sécurité et l'efficacité de la BIAS30 chez les patients diabétiques de type 2 qui étaient sous schéma basal bolus et chez lesquels les objectifs glycémiques n'étaient pas atteints. Et les résultats ont montré que la BIAS30 améliore le contrôle glycémique et la qualité de vie après le transfert. Et nous le voyons bien ici. Regardez, si nous prenons... Bon, c'est difficile, hein. Si nous prenons les paramètres glycémiques de la triade, en 24 semaines, il y a eu une réduction de l'HbA1c, une réduction de la glycémie à jeun, une réduction de la glycémie postprandiale. Bien sûr, cette efficacité sur les paramètres glycémiques s'est réalisée sans qu'il y ait d'hypoglycémie à la clé. Au contraire, il y a eu moins d'événements hypoglycémiques par patient année. Et si nous prenons des patients diabétiques switchés qui ont eu un bon équilibre glycémique après switch, sans avoir d'hypoglycémie, même en ayant moins d'hypoglycémie, le corollaire, c'est quoi? C'est l'augmentation et l'amélioration. Ah, merci. Et l'amélioration de la qualité de vie. Donc, comment expliquer cette amélioration? En fait, tout vient de l'observance au traitement. Nous savons quand il y a une faible observance, qu'est-ce qui va se passer? Les niveaux d'hémoglobine glyquée vont être supérieurs aux objectifs. Et à partir de là, qu'est-ce qui va en découler? Un risque accru de complications, un risque accru d'hospitalisation et par là même de la mortalité. Et on le voit très bien ici dans cette étude qui a comparé des observants à des non-observants. Et on voit que le pourcentage d'hospitalisation et le pourcentage de mortalité toute cause était nettement plus élevé dans le groupe des non-observants versus le groupe observant. Cette non-observance a des raisons. Elle s'explique par des schémas qui sont compliqués, elle s'explique également par la crainte d'une prise de poids, et elle a plusieurs raisons. Mais chaque raison a sa solution. Et parmi ces solutions, nous avons la simplification du schéma, qui peut être le contrepoids au schéma complexe. Et on le voit dans ce travail également, qu'il y a une relation inverse entre l'adhésion au traitement et le nombre de prises de médicaments par jour. Plus le nombre de prises augmente, moins on est observant. Alors, si on doit passer au schéma simple, qui est un schéma prémix, comment va-t-on faire le transfert d'un basal bolus vers le schéma prémix? La prudence s'impose. Il faut y aller doucement. À ce moment-là, on va réduire la dose de l'insuline basale prandiale inclus de 20 à 30%. On va répartir cette dose en 2 doses égales, une au petit déjeuner, une au dîner. On va titrer de préférence une fois par semaine. On va commencer par titrer en premier l'insuline du soir, du dîner. Et une fois qu'on est à l'objectif, on passe à la titration de l'insuline du petit déjeuner. Et si, bien entendu, avec 2 injections de prémix, on n'est pas à l'objectif, on va passer à l'autre étape d'intensification. Il ne faut pas rester dans l'inertie.
Et quand on passe à l'autre étape, ça revient à dire qu'on passe de 2 à 3 injections. Et passer de 2 à 3 injections, c'est une intensification. On a intensifié en multipliant la prise, pas en multipliant la posologie. Et ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre 4 unités de la dose du matin qu'on va injecter au déjeuner. Et ensuite, on va titrer de la même façon et on va faire de l'ajustement posologique pour atteindre l'objectif fixé. Mais pour faire tout ça, il y a toujours cette éducation thérapeutique qui est la base de la prise en charge du patient diabétique. Bien sûr, il faut lui apprendre la technique d'injection de l'insuline. Et ça paraît élémentaire. Pourtant, si nous voyons les recommandations de 2019, là, les toutes récentes, il y a tout un chapitre qui concerne cette technique d'injection. Et puis, il y a les modalités de l'autosurveillance glycémique. Finalement, si on doit rentrer à la maison, on va rentrer avec quel message ? Le premier, c'est que les recommandations doivent être appliquées en les adaptant aux patients. On n'adopte pas, on adapte. Il n'y a pas d'approche standardisée. L'individualisation de l'insulinothérapie selon le profil patient pour faciliter la prise de décision en commun en fonction des objectifs et des priorités du patient. Il est au centre de la décision. Il faut l'écouter. Et puis, quelqu'un d'autre a dit, quand on parle, on sème, mais quand on écoute, on récolte. Alors, essayons d'être de bons récolteurs, entre guillemets. Si l'intensification du traitement est essentielle afin de prévenir les complications liées à une glycémie élevée, la simplification des schémas doit être envisagée afin d'améliorer l'observance. Et tout ça doit être avec un filet qu'on ne doit jamais oublier, qui est celui de l'éducation thérapeutique. Finalement, chez le diabétique de type 2 mal équilibré sous basal prandial, le transfert au schéma prémix, c'est une valeur ajoutée, j'espère que vous en êtes convaincus maintenant, et non une alternative. Parce que si nous prenons la définition d'alternative, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui peut prêter à confusion et qui dit que l'alternative, c'est une solution de remplacement. Merci.